Yippee-ki-yay, motherfuckers! Bienvenue à un autre épisode des pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne, le podcast historique où je vous ai rassemblé juste les bouts les plus épouvantables comme du bétail au lasso. Ya! Oh! Doucement, Diablo 2, ma fidèle monture. Alors aujourd'hui, pour ceux qui n'ont toujours pas compris ce qui se passe, je me suis dit que ce serait un exercice intéressant que de s'attarder à un des archétypes les plus romancés de l'histoire après les pirates puis les ninjas, je parle bien sûr des cowboys. Ces fameux fermiers avec des guns qui sont devenus le visage de la conquête de l'Ouest américain, mais fidèle à nos mauvaises habitudes, je vous ai concocté un petit palmarès exclusivement composé des pires desperados de serpents à sonnette aux foies jaunes de ce côté-ci du Rio Grande. Je sais même plus ce que je dis. Bref, le top 5 des pires cowboys du Far West. Wow! Et maintenant, si vous voulez m'excuser, il semblerait que je sois présentement sur des territoires autochtones non cédés et les Apaches arrivent pour m'en parler. Et tabarnak. Ah! Ah! Pars le générique! Pars le générique! Contexte historique. Déjà, il faut comprendre que ce qu'on considère comme l'époque du Far West, avec tous ces cowboys de boîtes de céréales, c'est en fait une période excessivement courte de l'histoire américaine, de 1850 à 1910 approximativement. Ouais, c'est tout. 60 ans seulement de yee-haw, de pow-pow, de « y a pas assez de place pour nous deux dans cette ville », du gars qui se fait tirer sur un balcon avant de tomber de 2 étages sur un baril en faisant... Grosso modo, le Far West, ou encore le Wild West, c'est une période qui va naître du fait qu'à partir du 19e siècle, les citoyens des États-Unis d'Amérique, jusqu'ici principalement rassemblés en tapons comme des caves sur la côte est du continent, vont se rappeler qu'ils pourraient aussi aller s'installer de l'autre bord. Peu importe ce qu'il y a là et qui était assurément déjà là avant eux. Dans le sens que c'est le gouvernement lui-même qui va fortement encourager tout le monde à migrer vers l'ouest, prendre possession de larges portions de terrain au nom de l'Amérique, ce qu'on appelle le Land Run. C'est parti, mon kiki, allez conquérir le territoire gratuitement, prenez tout ce que vous voulez. Et rajoutons à ça plusieurs ruées vers l'or où essentiellement un paquet de losers vont essayer de faire fortune en allant brasser des passoires dans les rivières. Puis la plupart d'entre eux vont mourir seuls dans une bécosse. Je vous fais une synthèse. Détail intéressant! Ceux qu'on connaît comme les fameux cowboys, ce sont ces colons qui vont prendre possession des grandes plaines de l'Ouest pour y élever du bétail, être leur propre boss et incarner l'esprit d'initiative américain en mangeant des bines à même la canne, puis la nuit, rentrez vos barres de pantalon dans vos bottes parce que c'est Scorpion City. C'est ça, des cowboys. Effectivement, d'avoir tous ces imbéciles white trash qui se garochent en même temps dans l'Ouest alors qu'il y a peu de structures sociales ou légales en place à part un cousin qui est le shérif mais aussi le dentiste, ça rend ça très tentant de ne pas respecter la loi, comme on dit, donnant naissance à toute une cavalcade de légendaires bandits sans foi ni loi de l'Ouest américain, et c'est à ces gars-là que j'ai envie de donner de l'attention. Bon. Le plus célèbre d'entre eux étant le fameux Jesse James, de qui je ne parlerai pas parce que il est un peu plate. Ouais, mettons que c'est surtout le modèle de base du brigand de l'Ouest, c'est-à-dire que sa légende dépasse largement l'intérêt de ses actions. On l'a longtemps reconnu et adoré comme étant le Robin des Bois de l'Ouest, volant des banques pour donner aux pauvres, même si selon les historiens modernes, il n'aurait jamais redonné quoi que ce soit au moindre pauvre. Donc finalement, la seule affaire qui distingue Robin des Bois d'un déquède. En tout cas, ceux que je vous ai sélectionnés ont au moins l'honnêteté d'être honnêtes sur le fait qu'ils étaient malhonnêtes. Yeah! Allez, en route! Diablo 3, un cheval assurément moins populaire. Numéro 5. Butch Cassidy et le Sundance Kid. Né en 1866 dans une famille de groovy mormons, une des choses les plus notables de la carrière de Butch Cassidy, c'est sa nature non violente. Puis là, attendez avant d'arrêter le balado. En effet, Butch n'aurait jamais tué personne, sa politique personnelle étant de ne jamais tirer sur les gens, mais uniquement sur leurs chevaux. Tout est perdu pour toi, Butch! Nous sommes 5 et ton cheval commence à fatiguer! Eh bien, messieurs, vous me voyez contraint d'utiliser la non-violence. Ma jambe, je ne pourrai plus jamais marcher! Et voilà, une fois de plus, aucune victime. Aucune petite considération pour les chevaux. C'est très drôle. D'ailleurs, ce que Butch Cassidy aimait par-dessus tout, c'était d'en voler.
Détail intéressant. Ce qui est pratiquement pire que le meurtre dans ce cas-ci, parce que voyez-vous, le vol de chevaux, c'est une grosse affaire au Far West. Pour une raison aussi terre à terre que tout est toujours éloigné comme jamais, séparé par de la nature sauvage indomptée, des déserts avec des squelettes, des territoires d'Autochtones qui vous envoient chier, et autant de bonnes raisons pour jamais être pogné pour faire ça à pied. Le châtiment pour les voleurs était exemplaire, allant de la prison à très souvent la pendaison, en passant par se faire marquer au fer rouge avec une grosse étampe qui dit « voleur de cheval » soit dit en passant, juste pour que les gens aient tout le loisir de te péter à gueule. « Hé, toi! Ma mère était un cheval! » Bref, Butch Cassidy, c'était un de ces estis-là. Une autre de ses signatures, c'était de braquer des banques et des trains, mais avec la twist de toujours viser uniquement les grosses corporations. Détail intéressant. Même si c'est pas un tueur sanguinaire psychopathe comme plusieurs membres de ce palmarès, Butch Cassidy mérite son spot juste pour la quantité d'argent qu'il a réussi à voler. Avec son premier vol de banque dans la ville minière de Telluride au Colorado, où la fièvre de l'or battait son plein, il va empocher pas moins de 21 000 $ de l'époque. Et croyez-moi que tu peux t'en payer des whisky chauds dans des verres sales lavés au crachat de barman avec 21 000 $ de ces années-là. Mais plus impressionnant encore, si on additionne toutes les banques et les trains qu'il a braqués, incluant un ostentatoire train qui transportait le salaire de toute l'équipe de mineurs d'une compagnie de charbon, les gens qui méritent le plus leur argent au monde, on évalue ses gains à plus de 10 millions de dollars en argent d'aujourd'hui. Hey, si j'avais 10 millions de dollars, les amis, j'achèterais des milliers d'animaux empaillés, je les agencerais dans un entrepôt comme s'ils étaient tous en train d'avoir une orgie interespèce. Et les gens paieraient pour voir ça. Faites-moi confiance. Mais on peut pas parler de Butch Cassidy sans parler du Robin à son Batman dansant des années 60, le Sundance Kid. Le Sundance Kid, de son vrai nom Harry Alonzo Longabaugh, ouf, ça va être le Sundance Kid en esti, est plutôt reconnu comme un genre de savant du fusil, le tireur le plus rapide de l'Ouest et toutes ces choses, mais qui aurait quand même tué qu'une seule personne dans toute sa carrière, fait que peut-être qu'il visait juste super mal finalement. Bref, c'est pour ses talents de gâchette que Butch recrute Sundance dans son Wild Bunch, un genre de syndicat de voleurs de train, mais laissez-vous pas avoir par la terminologie mafieuse. C'était pas du crime super bien organisé, mettons, plus comme un club social où le hobby c'est de braquer des banques et des trains en 2 games de fer. Mononcle Wild, mettons. Néanmoins, leur coup le plus célèbre va survenir le matin du 2 juin 1899, quand quelques coquins de la Wild Bunch vont s'en prendre à un train de passagers qui s'appelle l'Union Pacific Overland Flyer, un nom malheureusement beaucoup plus prometteur que la vieille locomotive de merde du Far West que c'était. Leur plan était donc de se positionner sur le bord des rails et d'envoyer un signal au conducteur avec des lanternes, comme quoi il faut ralentir à cause de la pluie battante, et j'espère de tout cœur pour eux qu'il pleuvait à ce moment-là. Enfin, qu'est-ce qui se passe ici? Il faut ralentir, old-timer. Pluie battante, tu vois? Qu'est-ce que vous me chiez là? Il fait super beau soleil! Attendez, êtes-vous des gars du Wild Bunch, ce célèbre club social de mon oncle? Parce que je vous avertis, je n'ai pas le temps pour une partie de fer. Anyway, de peur que son vieux train déraille, le conducteur va freiner en catastrophe juste avant de voir que tout le monde avait des guns. Les bandits vont donc monter à bord, ordonner à l'ingénieur de repartir le train jusqu'à un pont qu'on va soigneusement faire sauter avec de la rigolote dynamite de cartoon en bâton rouge pour empêcher quiconque de les rattraper. Les voleurs se sont ensuite dirigés vers le wagon express où ils ont fait exploser la porte avec additionnel dynamite pour ensuite accéder à un coffre-fort qui nécessitait encore plus de dynamite, ce qui a fait voler l'argent et les bijoux comme s'il en pleuvait. Ah! J'ai des bijoux dans les yeux! Aucune victime! Ya! Ils vont s'en sortir comme ça avec plus de 50 000 $. Chapeau, les gars. Je pourrais même dire chapeau de cow-boy, mais je ne le ferai pas. Par contre, cet explosif cambriolage va faire la une des journaux et attirer l'attention de nul autre que l'agence de détective Pinkerton. Ho, 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 ho. Détail intéressant.
L'agence Pinkerton, c'est comme une agence de protection des particuliers / détective privé, mais Far West. Donc, c'est vraiment difficile de les distinguer des criminels qui traquent. Dans le monde de l'Ouest, les Pinkerton vont jouer un rôle crucial en traquant les hors-la-loi et en participant à de nombreuses arrestations célèbres, ce qui va aider, sur papier, à maintenir un genre d'ordre à travers le chaos, mais c'est aussi des goons, des briseurs de grève, des espions prêts à tout pour faire la sale job des grosses business sales qui les engagent. C'est vraiment juste une autre saveur de problème western, finalement. Sentant que les Pinkerton pourraient les rattraper à tout moment, Butch et Sundance vont se sauver en Amérique du Sud. Tiens, quelle bonne idée, ça devrait être super stable à cette époque-là. Ils vont aller se cacher en Argentine, où ils vont utiliser tout leur infini argent en termes de Far West pour s'acheter des terres et vivre sous des pseudonymes comme Dooch Cassidy et le Sundance Guy. Ils vont être des citoyens modèles pendant 5 ans avant de tout sacrer ça à terre pour se remettre à braquer des banques avec la même imagination que Yogi l'ours qui subtilise des paniers de pique-nique en sauvant deltaplane. Suite à quoi, bien sûr, ils vont éventuellement se faire plomber comme jamais par l'armée bolivienne en personne. Peut-être? Ouf, détails contradictoires! La mort de Butch Cassidy et du Sundance Kid est très agressivement libre à interprétation. Il y en a qui disent qu'ils ont été descendus par les troupes boliviennes, d'autres que c'est Butch qui aurait abattu Sundance pour son propre bien avant de se suicider, alors que d'autres pensent que rien de tout ça serait arrivé et qu'ils seraient tout simplement retournés aux États-Unis avec leur famille pour y vivre une vie paisible jusqu'à leur mort naturelle dans les années 1930, avec un petit gars des années 30 en culotte courte qui fonce dans un vieux Butch parce qu'il était trop absorbé par un comic book sur Butch Cassidy. Puis là, Butch Cassidy lui dit « Y a pas de mal, mon petit gars », avant de lui faire un clin d'œil puis un genre de « tchut » avec le doigt relatif à un Père Noël qui se fait surprendre à boire une canette de coke. En tout cas, une de ces affaires-là. Là. Numéro 4. La vraie famille Dalton. Ah, des cartoons, merci. Ou du moins, ce qui les a inspirés. Les Dalton de culture populaire que vous connaissez tous, soit Joe, William, Jack et Avril Dalton, sont bien sûr des personnages populaires de la BD Lucky Luke. Oubliez tout de suite ces gars-là, ils n'ont jamais existé. Les véritables frères Dalton sont Bob, Grat et Emmett Dalton et n'ont rien à voir avec Lucky Luke. En fait, c'est pas vrai, ils apparaissent eux aussi dans un super vieil album de Lucky Luke, genre le 6e, tout est dessiné weird, perdez pas votre temps avec ça, où ils se font tuer à la fin, puis je pense que c'est le bout où le dessinateur Maurice s'est dit « Ouais, Lucky Luke tout seul, c'est vrai que c'est de la merde! » Et c'est suite à ça qu'ils ont inventé les Dalton que vous connaissez tous et sauvé la franchise. Moi, jusqu'à aujourd'hui, dans un monde où c'est un miracle si vous savez c'est qui Lucky Luke. Pas vrai, les jeunes? Non? I'm a poor lonesome cowboy, puis il gagne son ombre? Non? Personne? Personne? Non? Personne? Les vrais Dalton auraient sévi très peu de temps, soit 2 ans à peine entre 1890 et 1892, puis je vous garantis qu'il s'en est passé des affaires pendant ce qui est finalement moins long que le temps que ça m'aura pris pour remplacer ma hotte de cuisinière qui, d'après le réparateur, était cristallisée dans un genre de résine qui sent la moufette, puis j'ai pas osé lui expliquer la vérité. Tout commence alors que James Louis Dalton et Adeline Younger se marient et se reproduisent assez de fois pour engendrer une portée de pas moins de 15 petits Dalton, dont un petit intelligent colérique, un grand épais qui pense juste à manger et 13 autres qui sont juste là pour créer un effet comique quand ils se tiennent en ordre de grandeur. Mais la fierté de Ma Dalton, c'est Frank Dalton, l'aîné de la famille, qui était Deputy US Marshal, qui est un genre de gars qui donne des contraventions quand le shérif est trop occupé. Ouais, excusez, je me suis emballé un peu vite. De toute façon, ce qu'il faut savoir sur Frank Dalton, c'est surtout qu'il va se faire descendre par des trafiquants de whisky. Les mains en l'air, tout le monde! Deputy US Marshal Frank Dalton. Je fais 5 cents de la contravention, ça va financièrement chauffer pour vous, messieurs. J'aurais dû donner des contraventions plus vite. C'est cet événement qui va motiver ses 3 plus jeunes frères, Grat, Bob et Emmett Dalton, les célèbres frères Dalton de notre histoire, non pas à se lancer dans le crime, mais bien à devenir eux-mêmes Deputy US Marshal, possiblement pour venger la mort de leur frère en retrouvant ces assassins pour leur donner une bonne contravention.
chose certaine, le métier semble pas les aimer eux non plus. Leur paye est toujours étrangement en retard. En fait, ils sont jamais payés, à un tel point que Bob et Emmett Dalton vont finir par remettre leur démission, tandis que Gratt va rester en service, voir ce qui se passe. Ça alors, toujours zéro argent, mais sans le luxe de rien faire maintenant. Continuons quelques années encore pour voir. Pendant ce temps, Bob et Emmett ont sacré leur camp au Nouveau-Mexique à Silver City. C'est d'ailleurs là que Bob Dalton va faire la rencontre d'une jolie et jeune maîtresse d'école, Eugenia Moore. C'est le coup de foudre et ensemble, ils vont entretenir un genre de relation, un personnage féminin dans James Bond qui revient dans un ou deux films, puis c'est toujours implicite qu'à toutes les fois qu'ils se croisent, le sexe est de compétition. Et n'oubliez pas votre devoir pour demain. Écrire votre nom. Et prenez garde, je saurai si vous avez copié le devoir de quelqu'un d'autre. Ah, Monsieur Dalton, c'est vous? Désolé de vous déranger, Miss Moore. J'aurais bien besoin d'une petite leçon de rattrapage sur le plan sexuel. Prenez-moi devant le concierge de l'école, Bob. Je veux qu'il voie. Comme je le disais, implicite. Mais en février 1891, tout bascule, alors que Bob et Emmett travaillent au ranch d'un des 10 000 membres de leur famille, dans ce cas-ci leur frère Bill Dalton. Ils apprennent qu'on offre une récompense de 5 000 $ pour la capture de dangereux braqueurs de train et que pour une raison ou pour une autre, c'est eux qui sont les suspects numéro 1. Détail flou! On sait pas si Bob et Emmett ont vraiment braqué le train. Les voleurs portaient des masques, puis ça arrivait souvent aux frères de suivre ce train-là en particulier d'une gare à l'autre, pour la raison tout à fait western que c'était un train qui distribuait le salaire des employés de la compagnie de chemin de fer. En fait, c'est surtout que ce train transporte avec lui beaucoup d'argent liquide que les gens dépensent sur place en jeu de hasard. Et pourquoi pas une petite prostituée, tiens. Allez, viens là, Hortense. Anyway, Bob et Emmett sont maintenant en cavale et vont momentanément réussir à échapper aux détectives puis aux chasseurs de primes, mais Gratt, qui était encore un Deputy US Marshal, a pas cette même chance et se fait arrêter. Et ce, même si son seul rapport dans cette histoire-là, c'est de s'appeler Dalton. Alors, j'imagine que ce que ça disait sur le poster, c'est juste « Wanted », les Dalton en général. De toute façon, c'est tout à peu près la même affaire. Gratt est donc envoyé en prison, mais relâché grâce à plusieurs témoignages qui confirment qu'il n'a rien fait. Sauf qu'une autre journée au Far West, Gratt va bien sûr se battre dans un saloon, être envoyé en prison, puis là, pour qu'on soit bien certain d'avoir capturé les Dalton, la caution pour le libérer va mystérieusement s'élever à 20 000 $ du Far West. Ça, c'est l'équivalent d'1 million de dollars US d'aujourd'hui. Je sais pas combien de contraventions de wagons non réglementaires à 5 cents il aurait dû donner pour payer ça, mais... Ah, on m'annonce à l'oreille que c'est 400 000 puis que c'était super simple à calculer. Eh ben, va te faire mettre toi aussi. Tout ça pour dire qu'en apprenant la nouvelle de l'arrestation de leur frère pour un crime qu'ils ont assurément peut-être pas commis, Bob et Emmett vont se dire qu'à ce stade-ci, aussi bien devenir des hors-la-loi avec une rapidité d'exécution qui rappellerait à s'y méprendre celle de quelqu'un qui a déjà un petit crime sous la ceinture, mais bon. Coup de théâtre, Miss Moore est justement de retour dans le décor. J'imagine que nous allons être obligés d'être des brigands maintenant. Sans mon aide, j'aimerais bien voir ça, Bob. Miss Moore, vite comme ça, je peux imaginer un autre truc avec lequel vous pourriez m'aider. Comme atteindre l'érection. Baise-moi devant ton frère, Bob. Je veux qu'il voie. C'est vraiment toujours dissimulé dans le dialogue avec eux autres, hein? Bref, Miss Moore est maintenant une jeune et belle télégraphiste amateur, ce qui va lui permettre de fournir aux Dalton toutes les informations sur les déplacements des trains, leurs horaires et les montants d'argent qu'ils transportent, devenant officiellement leur espionne. Ainsi donc, Bob et Emmett, avec quelques amis bandits western à trois dents, vont attaquer le train de l'Express Company, qui est justement la compagnie responsable du voyagement du salaire qui leur a jamais été payé quand ils étaient marshals. Ah non, c'est chiant, des fois, faut leur courir après ces hosties-là. Ce jour-là, ils vont empocher pas moins de 9 000 $ sans faire de mort ni de blessés. Les Dalton vont se satisfaire de s'être remboursés et prendre la décision de sacrer leur camp en Amérique du Sud le temps que les choses se calment. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est de payer leur billet pour la traversée, ce qu'ils vont faire à la Nouvelle-Orléans. Une fois là, ils vont apprendre une terrible nouvelle dans le journal. Bob, ça dit dans le journal que notre frère Gratt est condamné à la prison à perpétuité pour notre braquage de train. Lequel? Le premier, celui qu'on n'a peut-être pas commis. Oui, je me souviens, mais assez parlé. Allons commettre un autre crime au plus vite. Fuck oui, le destin nous tord le bras une fois de plus.
Mais ce sera même pas nécessaire parce que Grant Dalton s'est déjà évadé de prison pour les rejoindre dans leur cavale. Hey les frères, bonne nouvelle, je viens de m'évader de prison, je suis déjà un criminel, semblerait qu'on soit forcé de continuer! Bref, les Dalton enfin réunis sont plus recherchés que jamais, les rangs du clan ont été comblés par quelques amis cowboys plus ou moins serpents à sonnette, et ce qu'on connaît maintenant comme le Dalton Gang va se lancer dans une série de braquages de trains ininterrompus pendant 2 ans, le tout avec la complicité de Miss Moore au télégraphe. Un train de banque se dirige vers Croquemore Gulch. Stop. Bob Dalton devine ce que je porte. Stop. Une chance que les rideaux sont fermés. Stop. Mais la porte est débarrée en esti, par exemple. Stop. Quelqu'un pourrait entrer à tout moment. Stop. J'espère de tout cœur que oui. Stop. Je veux qu'il voie. Stop. Détail dark. Éventuellement, par contre, sur une de ces jobs-là, les US Marshals vont leur tendre une embuscade, ça va tirer de tout bord, tout côté, et on va gagner comme ça le pharmacien du village. Et voilà, madame! Et n'oubliez pas que dans cette pharmacie, on trouve de tout, même un ami. Les têtes des frères Dalton sont maintenant mises à prix pour la modique somme de 40 000 $, soit presque 2 millions de dollars actuels. Et pour ajouter à leur malheur, Miss Moore va mourir pour une raison inexplicable, ce qui va avoir pour effet de crinquer Bob Dalton à commettre des vols de plus en plus audacieux, un peu comme le ferait quelqu'un qui n'a pas choisi le crime dans la vie. Cette fois-ci, fini les trains! On va monter un super gros coup et dévaliser une banque! T'es sûr que t'es pas en train de dire fuck les trains parce que c'était justement 100% des jobs que nous donnait Miss Moore puis que là elle est morte inexplicablement puis là t'es triste? C'est ça qui se passe? Je veux plus jamais entendre parler de trains ici! Miss Moore! Je vais être correct. Le clan Dalton se dirige donc vers Coffeyville, au Texas, dans le but d'attaquer 2 banques simultanément, alors qu'ils savent même pas officiellement s'ils sont capables d'en braquer une. Excellente statistique! La stratégie étant de séparer la gang en 2, pendant que Bob et Emmett vont s'occuper de la Federal National Bank, Gratt et 2 autres coyotes vont attaquer la Condon Bank, qui est vraiment très proche de s'appeler la banque Condon. Avec un peu de chance, si tout est easy breezy, il devrait s'en sortir avec 30 000 $, assez pour disparaître pour toujours. Bien sûr que ça va mal aller. Déjà, en arrivant en ville, les choses se mettent à rouler carré. La rue où ils prévoyaient installer leurs chevaux était en réparation, fait qu'ils ont dû se parker plus loin, ce qui a retardé l'arrivée de Bob et Emmett à la Federal Bank. Et de son côté, Grant Dalton se fait bien berner par un employé de la banque Condon. Ouvre le coffre et que ça saute! Me croiriez-vous si je vous disais que c'est le genre de coffre-fort qui peut juste s'ouvrir dans, mettons, 5-10 minutes? Ah, OK, on va attendre! C'est 100% ce qui va se passer, soit dit en passant. Évidemment, ça donne le temps aux shérifs et à leurs députés de débarquer et va s'en suivre une fusillade de tous les diables. Détail dark. À ce stade-ci, tout le monde veut en finir avec les Dalton, alors que les armuriers de Coffeyville distribuent gratuitement des fusils aux civils comme des marchands de pinottes. Fusil, shotgun, bière froide! Fusil, shotgun, bière froide! Ah! Ma bière! On se souvient qu'un très gros magot est placé au-dessus de leur tête. Les Dalton tentent de prendre la fuite comme ils peuvent, mais la ville se transforme en champ de bataille où les balles perdues tuent aléatoirement bandits et civils. Gratt meurt d'une balle dans la tête, 2 de ses amis subissent le même sort. Bob est troué comme une passoire. Emmett essaie de le faire embarquer sur son cheval, mais ils vont comme qui dirait tomber quand Emmett va lui-même être atteint d'un négligeable 23 balles. Ils y étaient presque. Détail dark. Ouais, fouillez-moi, les gens ont décidé que la chose à faire maintenant, c'était de se prendre en photo avec les cadavres des bandits, en mode selfie, comme le souvenir d'une belle journée de vacances au parc d'attractions de Coffeyville, ou encore un de ces épouvantables photomatons de mariage avec des lunettes de soleil géantes de loser facilement impressionnables. Et la date du 5 octobre 1892 marque la fin de la bande des Dalton. Tous les Dalton? Non! Emmett va survivre à ses 23 balles, puis la seule raison pour laquelle on l'a pas pendu sur place, c'est parce qu'on était persuadé qu'il allait mourir anyways. Mais non! Il s'est remis sur pied, il a fait 14 ans de prison, puis il est éventuellement devenu conférencier dans les écoles. Les enfants, laissez-moi maintenant vous raconter une histoire vraiment cool que vous ne devriez jamais essayer de recréer. Puis il a fini comme ça à Hollywood à jouer dans des films muets. Eh ben, surtout, essayez pas de l'imiter. Numéro 3. Billy the Kid.
Né en 1859, évidemment, Billy the Kid, c'est pas son vrai nom. Il n'est pas le fils de Jean-Claude et Chantal the Kid. Il serait plutôt né Henry McCarthy, fils d'immigrants irlandais. Mes préférés, c'est toutes des estis de bombes à retardement, eux autres. Orphelin à 15 ans, qu'est-ce que je disais? Henry the Kid canalise sa frustration dans une vie de crime, mais surtout des petites affaires au début. Genre, à 16 ans, il va se faire arrêter pour avoir cambriolé une blanchisserie chinoise. Et là, si vous vous attendez à une scénette où je fais la voix de ce personnage, vous allez être déçus. Alors, décrivez-moi le suspect, Monsieur Chong. Wow, dude, je crois pas en ça, l'autorité. Je suis juste un Chinois qui essaie de faire son chemin au Far West, man. Je crois pas que vous devriez conduire un cheval en ce moment. Mais revenons à notre personnage principal qui est maintenant en prison. Voilà, Kid, tu resteras dans cette minuscule cellule jusqu'à ce qu'un de nos rigolos juges ambulants du Far West passe par ici. Je le dis tout de suite, on ne rigole pas avec eux. Ouais, mais ça risque d'être long, ça. Me laisses-tu au moins sortir de la cellule pour m'étirer les jambes? Mais bien sûr, on n'est pas en prison ici. En fait, oui. Et j'aime bien croire que je ramène le fun dans le mot prison. Allez, sors avant que je te parle davantage. Wow, merci, monsieur. Maintenant, si tu veux sortir, garder la porte, tu peux. Aucune chance que je me sauve. Il n'y a aucune issue à part ce petit foyer qui mène à une petite cheminée. Effectivement. Aucune issue à part ça. Il faudrait être un enfant pour se sauver par là. Vous me faites toujours bien rire, vous, les enfants. Le Kid se sauve donc par là jusqu'en Arizona, où il va commencer à se faire appeler William H. Bonney sous la façade d'un honnête voleur de chevaux. Et c'est d'ailleurs dans ces années-là qu'on va commencer à l'appeler officiellement The Kid, principalement dû à la douceur de ses traits faciaux à une époque où tout le monde a l'air d'une boulette de bœuf haché qui a roulé en dessous d'un sofa. Bref, tout baigne pour William H. Bonney the Kid, jusqu'à ce qu'un jour il décide de tuer un forgeron qui arrêtait pas de le traiter de pimp. Il me semble qu'il y a pire, mais bon. Hey, le pimp! T'aimes ça les filles, hein, le pimp? Hein, le pimp? Monsieur, c'est vraiment une insulte étrange. Je comprends, mais c'est off un peu, non? Ah ouais, c'est ça, le pimp, hein? Veux-tu aller t'acheter une grosse chaîne en or de pimp puis un coat en poil avec un gros chapeau puis une canne en forme de femme tout nue pour fitter avec ta face de pimp? Hein, le pimp? Mais bien sûr qu'il l'a gonné. Henry William the Kid repart donc en cavale et retourne éventuellement au Nouveau-Mexique où il se retrouve impliqué dans la guerre du comté de Lincoln. Détail intéressant! La guerre du comté de Lincoln, c'est essentiellement un conflit qui tourne autour du contrôle de l'immobilier et du commerce du bétail dans le plus gros territoire du Nouveau-Mexique. Ouais, si je résume, il y a du beef pour du bœuf. D'un côté, on retrouve le groupe Murphy Dolan, un genre de gang d'Irlandais qui avait le monopole du commerce puis qui utilisait des tactiques tout ce qu'il y a de plus violentes et irlandaises pour que ça reste de même. De l'autre bord, il y a le groupe de l'homme d'affaires anglais John Tunstall, son partenaire écossais Alexander McSween, ainsi que leur bande de régulateurs, ce qui est un joyeux euphémisme pour dire des goons qui les protègent en pétant également quelques gueules. À ce carnaval de la pride des fuckers violents du Far West va se rajouter le Kid, qui va être engagé par l'homme d'affaires anglais John Tunstall, justement après que le Kid lui ait volé son cheval. Oh ben! Wow! J'ai jamais vu quelqu'un aussi bien voler mon cheval. T'as du cran, Kid. Tu veux un job? Comment tu t'appelles? William? On va t'appeler Billy the Kid, c'est moins long. Ça sonne plus long, non? Écoute, je suis pas obligé de me faire chier ici non plus, tu sais. De retour à la guerre du bœuf, c'est pas long que le conflit dérape quand Tunstall, homme d'affaires britannique, va se faire descendre dans un guet-apens organisé par un shérif corrompu à la solde des Murphy Dolan. Pour se venger, le 1er avril 1878, les goons, je veux dire les régulateurs, dont Billy the Kid, vont crissement aller réguler ce shérif. Hey, shérif! Poisson d'avril! Personne n'a décidé de se forcer avec la réplique à ce que je vois. Qui aurait cru que la mort serait une telle déception?
Éventuellement, un additionnel shérif, Pat Garrett, décide que ça n'a pas vraiment d'allure qu'un gars qui est descendu rien de moins qu'un shérif soit encore en liberté, donc il va se pointer excessivement facilement à la cachette de Billy the Kid, envoyer 2 de ses chums direct dans une boîte chez le croque-mort, drop, drop, les mains en l'air, kid! Et c'est ainsi que Billy the Kid est finalement capturé, jugé, reconnu coupable du meurtre d'un représentant de la loi et condamné à se faire pendre au mois de mai. Évidemment, il va s'échapper en volant le gun d'un des gardiens, tuer le gardien avant d'abattre son collègue qui revenait en panique du resto d'en face. Oh, purée, gardez la monnaie! Quelle monnaie! Il y en a même pas assez pour le repas, espèce de trou de cul! Détail improbable, mais vrai! Le shérif Pat Garrett va donc se remettre à sa recherche, aller interroger au hasard en pleine nuit le premier complice de Billy the Kid auquel il va penser, et Billy the Kid est juste débarqué hors de nulle part dans la pièce avant d'être instantanément gonné à mort. Alors, enfoiré, où se cache le kid? Hey, je sais pas de qui vous parlez, moi, shérif Garrett! Salut, mon vieux, il faut absolument que tu me caches. Vous avez l'air occupé, je vais repasser. Ça alors, c'est quoi les chances? Est-ce que j'ai mentionné que je connais pas cette personne-là ou... Le kid avait 21 ans. Ça a du sens. Numéro 2. John Wesley Hardin. John Wesley Hardin, c'est ce qu'on pourrait appeler un méchant. À 14 ans, il va commencer par poignarder à répétition un autre garçon qu'il avait accusé d'avoir fait un graffiti sur l'école. Hey! Beau graffiti, le bum! J'ai dit beau graffiti! Beau! Un an plus tard, le jeune John tue Major Mage Holschussen, un ex-esclave noir qui avait battu la veille dans un match de lutte. Quelle soirée chargée! Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que John Hardin était du côté des Confédérés pendant la guerre de Sécession. Pour lui, les Noirs devaient être des esclaves, et mettons que c'est des affaires qui ont dû se manifester dans le ring de façon déplaisante. Mage va néanmoins faire l'erreur d'essayer d'avoir une conversation avec ce gars-là, et les choses vont être une fois de plus déplaisantes pour lui. C'est de la légitime défense, je vous jure! Tellement de la légitime défense que Hardin est obligé de partir en cavale avec un méga mandat d'arrêt sur son vieux cul de hillbilly. Politiquement, on va envoyer à ses trousses des soldats de l'Union, ces fameux Yankees en uniforme bleu avec des petits képis mous qui ont gagné la guerre de Sécession, et selon John Hardin, des empêcheurs d'être racistes en rond. John va donc les embusquer avec un 12. Légitime défense! Avant d'enterrer les corps dans un ruisseau. C'est fou, l'eau. C'est comme si plus on la pelletait, plus elle revenait. Pouvez-vous croire que c'est les Yankees qui ont gagné la guerre? À un moment donné, il va commencer à se tenir avec des brigands dont son cousin membre du Ku Klux Klan, Simp Dixon. Et pendant cette période prometteuse, il va effectivement trouver le moyen de tuer 2 soldats de l'Union et 4 autres dudes, dont un pimp et un artiste de cirque. Il est maintenant difficile de ne pas imaginer qu'il s'est battu avec un clown pour la même travailleuse du sexe. Chérie paille à moi, tu m'entends? Soupçonné d'être complice dans le meurtre d'un marshal, on va l'arrêter, mais il va piquer le gun d'un détenu qui avait piqué un gun. C'est à moi maintenant! L'attacher en dessous de son bras avec une ficelle et descendre les 2 gardes qui l'accompagnaient pendant un transfert de prison avant de, malheureusement, réintégrer la société. Après ça, il va garder profil bas en devenant cowboy, c'est-à-dire gardien de troupeau, ce qu'un cowboy devrait être d'ailleurs. Par contre, profil bas dans le vocabulaire de ce gars-là, ça veut surtout dire de tuer un autre petit 8 personnes. Légitime défense! Légitime défense! Légitime défense! Je suis une victime! Une nuit, alors qu'il dormait à l'hôtel après avoir bien gamblé, John Hardin va trouver que le gars dans la chambre d'à côté ronfle trop fort, alors il va vider le chargeur de son revolver à travers le mur et le tuer. Est-ce que c'est possible de dormir? Rendu en 1874, alors qu'il fête ses 21 ans avec ses chums... Quoi? Il a juste 21 ans? Un conflit éclate entre lui et un shérif adjoint et John finit par... le tuer. Il va se sauver, on va l'attraper en Floride, il va être condamné à 25 ans de prison où entre-temps il écrit sa biographie. Préface. Écoutez, je peux tout expliquer. En sortant de prison, maintenant âgé de 41 ans, John Wesley Hardin tente de pratiquer le droit. Eh ben, culotté. Et bien sûr, personne ne va faire confiance à cette merde en bouteille. Il va donc redevenir un criminel dans la ville de El Paso, au Texas, celle où on fait d'excellents tacos dégueulasses d'épicerie. Et feu d'artifice final...
Un jour, un officier du nom de John Selman Jr. va arrêter la petite amie de John Hardin, pour avoir affiché son arme à feu en public. Hein? Détail intéressant! Contrairement à ce que les films nous laissent croire, t'étais pas supposé te promener en flashant ton gun au Far West. Même à l'époque, il existait des lois qui limitaient l'utilisation et même l'exposition des armes à feu à l'intérieur des frontières des villes, ce qui rend donc le Far West officiellement moins Far West que certains États aujourd'hui. Mais quel monde merveilleux! John est donc évidemment allé menacer le petit Selman Jr. de le descendre en bonne et due forme, ce qui va faire capoter son père, John Selman Sr., qui décide de régler le problème, c'est-à-dire qu'il va se pointer au saloon où John Hardin joue au dé et le gonner dûment dans la tête par derrière. Allez, le 7! Écoutez, monsieur, je ne prétends pas connaître vos motifs, mais merci, il avait gagné. Et pourquoi pas, John Selman Sr. va se tirer de ce meurtre sans problème en clamant la légitime défense. Cette histoire est magnifique. Mention honorable, la légende de Calamity Jane. Ouais, l'affaire avec Calamity Jane, c'est que c'était pas un des pires cowboys de l'Ouest, mais surtout une femme. Par contre, j'avais vraiment envie de vous parler d'elle, alors ça va être ce fameux angle rien de pire qu'être une femme au Far West. Effectivement, à l'époque, une femme n'avait pas le droit de faire grand-chose à part du tricot, pondre des enfants jusqu'à ce qu'il y en ait un qui te tue, puis aller à la messe, question de s'emmerder un peu plus dans un monde où le seul divertissement, c'est d'aller au saloon passer l'après-midi avec des meurtriers chauds à 11h AM. En fait, Calamity Jane, c'est surtout une madame qui s'habillait comme un homme, tirait du gun, sacrait, crachait, puis se cachait pas pour boire comme une grosse rochonne, puis moi, ça me suffit pour avoir très envie de voir ce qui va se passer quand tu lâches ça lousse dans un monde qui est figurativement et littéralement le Far West. Une femme habile avec une arme! Quelle calamité! Thaddeus Collins, espèce de sale flaque de pisse! Viens dire ça de ce côté de ma carabine, moi! Mes bouteilles d'élixir pour grosse moustache, pas possible, non! Allez, bad gueule! Maudite sois-tu, Calamity Jane! Même pas mal aux couilles! Ça pour dire que Calamity Jane, elle préfère monter à cheval et partir à l'aventure. Sa vie va être parsemée de nuits à dormir à la belle étoile, à entrer dans les rangs de l'armée en se faisant passer pour un homme au nez et à la barbe de soldats confus par leurs sentiments devant le nouveau petit gars aux courbes suspicieusement dévastatrices. Ça alors, je n'ai jamais été aussi gai. Détail intéressant. Apparemment, le nom de Calamity Jane va lui être donné par un lieutenant qu'elle aurait sauvé lors d'un affrontement contre des natifs américains, ce qui est de moins en moins le bon côté de l'histoire, ça. Toujours est-il que Calamity va être apparemment la seule à survivre à un affrontement particulièrement sanglant et juste avant de mourir, son lieutenant lui aurait dit « Je vous baptise Calamity Jane parce que vous avez été une vraie calamité pour nos ennemis. » Soit dit en passant, je suspecte fortement que vous êtes une femme et vous me confirmez que je suis hétéro. Pas que c'était nécessairement important, mais je vous avoue que vous m'avez fait vivre toute une montagne russe d'introspection, ma vieille. Calamity Jane est aussi reconnue pour s'être fait un petit chum western, le célèbre Wild Bill Hickok, avec sa très longue moustache dégarnie et dégueulasse. Quelle est l'étendue de leur histoire d'amour? Ben, quand Wild Bill va mourir de cause naturelle d'une balle dans le dos pendant une partie de poker, faut s'asseoir dos au mur au saloon, les amis. On raconte que Calamity serait devenue méga alcoolo et serait morte d'une pneumonie dans la quarantaine en ayant l'air d'en avoir 80. Quoique peut-être aussi qu'elle s'en foutait de Wild Bill puis que c'était juste une femme aussi maganée et alcoolique que n'importe qui dans cet esti de monde de fou-là. Good for her. Numéro 1. Jim Killer Miller. C'est qui ce style-là? Et comment ce dernier sac à merde western va réussir à surpasser tous les autres? Checkez belle bonhomme 7 heures, vous autres.
Quand il y avait 8 ans, les deux grands-parents de Jim Miller vont être retrouvés gonnés dans leur lit, puis c'est lui qui va être le suspect numéro 1. Tabarnak, c'est parti pour un tour! Ça va bien sûr en rester là, étant donné qu'il est bien trop jeune pour être poursuivi, mais quand il va avoir 19 ans, Jim va, comme qui dirait, shotgunner son beau-père dans le visage pendant qu'il dormait, fait qu'on va essayer de récupérer la situation en l'envoyant en prison pour toujours. En fait, non, il va bien sûr être libéré pour une technicalité que j'aimerais bien qu'on m'explique. Bon après-midi tout le monde, je suis le juge et j'ai le malheur de vous annoncer que c'est aujourd'hui que j'ai décidé de tester si je suis capable de faire ma job sous. La réponse est non. Détail dark, mais comme dans Tall Dark Stranger. Jim Miller mesurait plus de 6 pieds, il avait des cheveux noirs, des yeux gris, il portait toujours un long manteau noir de gothique, c'est-à-dire peu importe la température comme un esti de saineux. Il avait aussi son chapeau de forme signature, de bonne manière, il fumait pas, il buvait pas et aimait beaucoup aller à l'église. C'était, semble-t-il, une bonne manière pour lui de s'attirer la sympathie des gens et ça va fonctionner parce qu'on va faire de ce sinistre psychopathe le shérif de la ville qui soupçonnerait le shérif. Le responsable de cette épouvantable calamité, beaucoup plus que Calamité Jane en tout cas, c'est un jeune marshal de 27 ans du nom de Fraser qui avait besoin d'un homme de confiance respecté sous ses ordres pour avoir plus de crédibilité dans la ville. Mais voyez-vous, le taux de criminalité va étrangement augmenter. Le mystère va par ailleurs s'épaissir quand le shérif Miller va mystérieusement gonner un Mexicain dans le dos parce qu'il menaçait de révéler où il avait caché une coupe de mules. Voyez-vous, ce crime-là est comme devenu de moins en moins spectaculaire au fur et à mesure que je l'explique. Toujours est-il que Miller va être congédié et là, on est dans une situation où on a déplu à un gars qui a shotgunné son beau-père d'en face. Donc, va commencer une suite ininterrompue de duels western entre les deux hommes. High Noon, tout le kit, les vautours sur une pancarte, le gars qui fabrique un cercueil en riant comme un moron, puis un autre qui regarde sa vieille montre théâtrale qui fait... Néanmoins, les plus perspicaces d'entre vous auront remarqué que j'ai mentionné plusieurs duels à mort, parce que, voyez-vous, ils vont jamais vraiment être capables de se tuer par un heureux mélange de circonstances, comme le fait que Miller était un tireur de merde qui n'atteint jamais sa cible, et de son côté, Fraser réussit à pogner Miller dans le chest vraiment souvent, mais il meurt étrangement jamais. Bon, je l'ai pogné genre 15 fois, ça devrait suffire. Je suis toujours en vie, Fraser. Mais voyons, tabarnak! On se revoit la semaine prochaine, mon esti. Détail intéressant. La vérité, c'est que Jim se protège en portant une plaque de métal sous son manteau. Oui, exactement le truc de Marty McFly dans Retour vers le futur 3, qui est lui-même un truc volé à Clint Eastwood dans Pour une poignée de dollars, qui est lui-même un film plagié d'une aventure de samouraï du réalisateur Akira Kurosawa. Je vous encourage donc à voir ce truc-là comme une autre technologie japonaise avant-gardiste. Détail dark. Jim Miller était pourri avec un revolver. Bon, c'était pas si pire que ça, finalement. En fait, c'est pire que tout, parce que pour compenser, il était reconnu pour utiliser à la place des shotguns à bout portant, ce qui limite les besoins en termes de précision. Tout ça pour dire qu'ils vont continuer à se tirer dessus dans une variété de lieux publics comme ça pendant 2 ans, rivalité qui va prendre fin abruptement quand Jim Miller va débarquer au saloon un de ces jours et tirer Fraser dans la tête avec, pourquoi pas, 2 shotguns en même temps. Il ne restera pas grand-chose par-dessus lequel remettre son chapeau, disons. Évidemment, Jim Miller va être acquitté comme jamais pour légitime défense, encore cette affaire-là. Hein? Pour moi, il y a un fin finot qui a donné son truc à tout le monde. En fait, le juge va être submergé de témoignages en sa défense de la part de gens que Miller côtoie à l'église. Dans la communauté, on le surnomme même Deacon Miller, qui veut dire plus ou moins vicaire Miller, et quelqu'un comme ça ne peut tout simplement pas avoir de mauvaises intentions quand il double shotgun un US Marshall d'en face. Rendu en 1900, Miller va justement commencer une cohérente carrière de tueur à gages dont la stratégie signature, c'est de travailler rapidement et efficacement en tirant le monde au shotgun caché dans un buisson la nuit comme une véritable légende de l'Ouest. Qu'est-ce qui va mettre un terme à cette affaire-là maintenant? La réponse est bien sûr le Far West, man.
Voyez-vous, bref 8 ans de meurtre plus tard, bonhomme 7 heures Miller va gonner au shotgun caché dans un buisson le mauvais shérif, comme on dit, c'est-à-dire celui qui va avoir le temps de décrire Miller à son épouse avant de mourir la face en bœuf haché. Puis étant donné que Vicaire Miller s'en sort tout le temps en cours, on va lui organiser une petite justice western, si vous me permettez l'expression, dans le sens qu'une foule en colère va prendre d'assaut sa cellule pour aller promptement le pendre dans une grange. Mais juste avant, il aurait demandé « Est-ce que je peux être pendu avec mon manteau cool? » Non! Est-ce que je peux être pendu avec mon chapeau de forme alors? OK, ça c'est correct! Suite à quoi, on va prendre des photos de son cadavre et les vendre en carte postale aux touristes. Fin. Le fin mot de l'histoire avec un grand H. Vous savez, les amis, s'il y a quelque chose à apprendre de tout ça, c'est que le Far West est surtout une période qu'on va beaucoup idéaliser au 20e siècle par le biais du cinéma et de la bande dessinée. Médiums à travers lesquels on représente tous ces bandits comme des genres d'anti-héros sympathiques qui se battent contre le système, alors que dans les faits, c'était souvent des psychopathes sans scrupules qui profitaient d'une société fragile et mal organisée. Pour plusieurs, le Far West se termine avec Buffalo Bill, qui est un peu le gars qui a commercialisé le Far West en organisant des shows de cow-boys puis de chevaux pour épater le petit peuple de la fin du 19e siècle, entre autres à l'exposition universelle de Paris. Calamity Jane a également fait de la tournée sur les spectacles de Buffalo Bill, et c'est d'ailleurs là qu'elle va raconter sa légende aux touristes ébahis pour la première fois de leur vie par une bonne vieille histoire de cow-boy. Quoi qu'on en revenait peut-être juste pas qu'elle portait des pantalons, qui sait? Je m'appelle Charles Beauchesne et le cauchemar se poursuit dans un prochain épisode. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une idée originale de Charles Beauchesne, toi chose. Au texte et à la recherche, Charles Beauchesne, Anne-Hélène Prévost et François de Grandpré. À la réalisation, Barbara Judith Caron. Au montage, Alexandre Sarkis. Au son, le studio La Chope. À la coordination, Clément Turpin. À la production, Rosalie Granger. Producteur exécutif, Raphaël Huysmans et Philippe Lamarre. Les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchesne est une production d'Urbania.